Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler de l'éducation, de sport, donc de l'éducation par le sport, et on va en parler dans Gadium Réunionnais. Et pour en parler, on reçoit le Shidoshi Pierre Grondin, bonsoir, prof de karaté et président du RKH, et j'allais dire le sensei, non, j'allais dire le jeune disciple Louis-André Goulet, bonsoir. Bonsoir. Il s'est croisé le bras quand j'ai commencé à parler, ça c'est bien, et le maître d'en face, il a appris le respect, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est quoi d'abord RKH ? Le RKH, en japonais, l'appellation de l'association, c'est Ren Kyokushin Hombu. C'est un petit peu le centre réunionnais du karaté Kyokushin à La Réunion, puisque j'étais le pionnier, j'ai emmené le karaté Kyokushin à La Réunion dans les années 98. Donc, c'est un petit peu le centre. On va juste rappeler qu'au karaté, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup d'écoles comme en musique. Il y a beaucoup d'écoles. Et comme en musique, il y a beaucoup de styles de musique. Là, il y a un style particulier, celui d'Oyama, qui est un karaté un petit peu plus poussé, puisqu'on travaille dans les compétitions au KO. Et donc, c'est une version un petit peu plus hard du karaté traditionnel. C'est toujours du kata, Alors, il y a aussi du kata, bien évidemment. On a de la compétition. Les enfants, bien sûr, sont bienvenus, puisqu'on a des protections anatomiques. Donc, chez vous, c'est plus du karaté combat ? On est plus axé sur le combat, mais c'est une école de karaté avec des grades, avec des ceintures de couleur, avec un programme technique très précis. Alors, on va commencer par le début. Ça fait combien de temps que vous faites du karaté ? Cette année, ça fera 43 ans. Donc, j'ai commencé le karaté en 75 et ça c'est devenu une passion très rapidement et que j'ai voulu rapidement aussi faire partager aux autres. Et quelle est la ceinture ? Mon niveau à moi, je suis 7e dan de karaté. Je crois qu'il y en a qu'un qui est au-dessus. Oui, c'est officiellement celui de la Fédération Française de Karaté. Il est au 8e dan, je crois. Voilà, il y a des 8e dan ici d'autres fédérations. Ouais. Mais au niveau de la Fédération Française, je suis le 7e dan officiel à La Réunion. Louis-André Goulet, lui, il est depuis combien de temps au karaté ? Ça fait 11 ans que je pratique le karaté Kyokushin. Donc j'ai 15 ans aujourd'hui. Ouais, bien. Et quel est le dan ? Alors, je viens de passer ma ceinture noire première dan samedi dernier. Et que j'ai passé avec succès et j'en suis très fier. Comment on atteint déjà ce premier, d'abord la ceinture noire et ce premier dan ? Il n'y a pas de secret, hein, c'est le travail. Si on veut des résultats, il faut travailler. Et comme le dit Sensei, c'est la ceinture noire, c'est pas l'arrivée, mais c'est le début. D'accord, je vais juste préciser quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Alors, quand j'étais là, j'ai dit Shidoshi. En fait, ça veut dire la même chose que Sensei. Ça veut dire maître, en fait. Alors, Sensei, ça veut dire professeur. Et je préfère d'ailleurs cette appellation-là, parce qu'on pourrait m'appeler aussi Shihan, mais je préfère l'appellation de Sensei, qui est le terme de professeur en japonais, et qui semble plus adapté pour ce que je fais moi au jour le jour. Parce que c'est vrai qu'entre Shidoshi, Sensei, et entre le chinois, le karaté et tout le reste, ça se mélange pas mal. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il a dit Sensei, donc il a dit professeur. La question, c'est la pratique du karaté, ça amène quoi à un jeune garçon de ça peut apporter... En fait, c'est une école de la vie. C'est pas que le combat, ça apprend la discipline, le respect, la fierté, toutes les valeurs qu'on doit avoir quand on vit. Et puis bien sûr après il y a le côté sportif. Donc on peut gagner on peut avoir un beau palmarès et puis être très fier de soi. Mais la première chose qu'on apprend en général, c'est toutes les valeurs qui sont incluses dans le karaté. Quelles sont ces valeurs, jeune homme ? Je viens de le dire, le respect, la discipline. L'assiduité, si on veut des résultats, il faut travailler. Et puis la rigueur. La rigueur aussi, oui. Et ça veut dire que on est beaucoup plus à écouter ce que disent les autres, Totalement. à écouter ce que disent les adultes, à suivre leurs enseignements, puisque le karaté c'est aussi un enseignement. C'est ça, d'abord écouter son professeur, parce qu'il a quand même l'expérience de ce sport. Et il faut pas en faire qu'à sa tête, quoi. Faut pas faire le grand. Parce qu'il y a toujours plus fort que soi, il y a toujours des gens dans la salle où vous êtes qui ont plus d'expérience. Donc s'ils vous donnent des conseils, écoutez-les au moins. Écoutez-les au moins. Ouais, c'est ça. D'accord. Pierre Grondin, le combat qu'on gagne, c'est celui qu'on ne commence pas ?
En fait, si on pratique vraiment les arts martiaux, on devrait normalement passer une vie sans avoir à À se l'utiliser. battre. Ça montrerait qu'on a atteint vraiment un bon niveau de maîtrise, Ouais. parce qu'il y a déjà la relation humaine qui passe dans le conflit. Et la gestion de conflit s'apprend aussi justement par la maîtrise de son corps, de ses émotions, et ça fait partie de la grande école des arts martiaux. 43 ans de pratique à la quête de... Qu'est-ce que... Aujourd'hui, enfin, pas seulement aujourd'hui, mais je pense que depuis quelques décennies déjà, qu'est-ce que Pierre Grondin cherche dans le karaté ou dans la vie tout court? En fait, on part sur une expérience très personnelle, très égocentrique, hein, de développement, de confiance en soi, d'affirmation dans la vie. Et puis on se dit qu'à un moment donné, il faut absolument qu'on puisse diffuser ça et le faire profiter à un maximum de personnes, d'où la nécessité de créer à un moment donné une structure comme le RKH, avec de multiples activités martiales, de la self-défense, du tai chi chuan, du karaté et Shotokan, avec Mylène, mon épouse, mais aussi un aspect très, je dirais, bien-être de l'activité, parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect martial qu'on voit à travers les combats, il y a aussi tout le côté bien-être qui peut être abordé à travers les arts martiaux. Quand on parle de Tai Chi Chuan, quand on parle de Jikong, quand on parle de tout ce qui est vraiment le bien-être, aller à la quête de soi-même, à la recherche de soi-même, ce voyage intérieur qu'on fait, est-ce que ça, aujourd'hui, les gens le voient plus ou les gens voient plus ce qu'a fait Bruce Lee dans les années 70? Alors, en fait, il y a deux parties dans une vie, hein. On a une partie en Asie qu'on qualifie d'externe, où on va travailler sur sa force physique, sa vitalité, son agressivité, et une deuxième partie de sa vie où on travaille sur l'interne, où là, on se projette davantage sur la longévité, la conservation d'une bonne santé, et la preuve est donnée de voir ces experts d'un certain âge qui sont en bonne santé et présentent vraiment un corps qui n'a pas subi des douleurs ou bien des chocs trop importants parce qu'il y a une réflexion sur la pratique. On le voit depuis, mais je parlais de Bruce Lee, je pourrais citer David Carradine, et je dirais les deux derniers qui ont apporté une image aux arts martiaux, qui ont donné une autre dimension aux arts martiaux. Il y a Jackie Chan, il y a également Jet Li. C'est les deux derniers qui sont venus apporter cette dimension aux arts martiaux. Aussi, on va ajouter quand même Steven Seagal, parce qu'avec l'aïkido, il a quand même amené une autre vision de l'art martial. La question, Pierre Grondin, c'est dans la démarche, on le voit, l'Asie, c'est un petit peu un temple où l'occidental va aller à la quête de lui-même. Est-ce que aujourd'hui, à vouloir trop en faire, trop inventer, le Kangkidao chez les Vietnamiens, on voit qu'il y a beaucoup de sports d'arts martiaux aujourd'hui. Comment définir aujourd'hui l'art martial? En fait, moi, j'en parlais hier encore avec des amis. On fait une espèce de boucle. On démarre avec des jeux du cirque et des gladiateurs qui sont vraiment à l'extrême de l'engagement physique. On passe par des activités, une évolution des mentalités, et on revient à du MMA maintenant, qui rejoint un petit peu ce que faisaient les gladiateurs à l'époque. Donc, on est vraiment sur une boucle, et je pense que la société a sûrement ces cycles-là. Ce qu'il faut retenir, en fait, au-delà de ces arts modernes qui viennent un petit peu remplacer dans l'esprit des jeunes les arts martiaux traditionnels, à un moment de sa vie, on doit commencer à se questionner sur sa longévité et son prolongement dans le temps avec une bonne santé. Et c'est là qu'on en revient à des activités beaucoup plus adaptées, comme le Qigong, le Tai Chi Chuan, ou la pratique d'art martial le traditionnel comme le karaté, le judo, où on voit des vieux pratiquer encore à un âge avancé, quoi. Et ça, aujourd'hui, dans ce monde occidental, comment la pratique d'un art martial ou comment la quête de soi pour un bien-être intérieur plus qu'extérieur, comment ça se passe? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que l'occidental part à la recherche de lui-même, mais plus avec des méthodes orientales? Je pense que les Orientaux ont une longueur d'avance sur nous, puisque ce sont des arts millénaires qui existent depuis des décennies, voire des millénaires dans ces pays-là. Et on commence à découvrir la vertu de ces arts martiaux-là dans la vie quotidienne. Et on se tourne donc obligatoirement vers des choses qui ont prouvé, sur le long terme, les qualités. Il suffit de voir, par exemple, les centenaires d'Okinawa qui
présente grâce à une alimentation très spéciale et une pratique physique assez pointue, un taux de centenaire assez effarant, quoi. On va juste préciser qu'Okinawa, c'est au Japon. Voilà. C'est une île côtière, je crois. Une petite île, oui, Ouais, de l'archipel. La question, c'est vrai que là-bas, c'est là-bas qu'il y a le plus de centenaires. Et c'est vrai qu'on étudie depuis des années, on étudie à savoir pourquoi ces personnes demeurent non seulement âgés, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 100 ans, mais ils sont en bonne santé et ils sont encore vigoureux. Je veux dire, c'est pas, ils sont pas grabataires, quoi. Oui, absolument. Alors, il y a quand même comme un élément important sur lequel il faut prendre du temps, c'est le no stress. La vie sans stress, parce que c'est vraiment le stress, je pense, l'élément qui va le plus avoir des effets sur la condition et la santé de la personne. Et c'est vrai que ces gens-là ont un art de vivre qui est avec du détachement, on connaît les jardins japonais, le côté zen de la vie des Japonais. Et c'est vrai que ça montre que le stress peut être un facteur très aggravant au niveau de la santé. Et juste une anecdote pour vous faire sourire, un des mets les plus appréciés à Okinawa, c'est la pâte cochon. Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne sais pas, vous allez me dire. Alors, on nous a fait savoir que dans la pâte cochon, il y a une matière qui permet de bien entretenir les tendons et les muscles. C'est possible. Beaucoup de gras alors. Pas forcément, sinon c'est plus une gelée. D'accord. Que le gras. Alors, je reviens là-dessus. Comment ça se passe aujourd'hui à La Réunion dans votre salle, dans votre association? D'accord. Alors, on a véritablement un balayage de tranches d'âge, d'enfants qui ont 3-4 ans, jusqu'à des gens âgés qui dépassent parfois les 70 ans, puisqu'on a des cours de tai chi chuan et de karaté. Donc, on a vraiment un balayage large. Ce sont des créneaux des créneaux de cours qui sont dispensés par des professeurs diplômés d'État, donc qui ont vraiment une référence au niveau pédagogique. Et on a donc une palette d'activités qui répond vraiment à beaucoup de demandes, à savoir de la self-défense pure et dure, de l'art martial traditionnel avec le karaté et Shotokan et Kyokushinkai, et aussi une partie très compétitive, on a beaucoup de compétiteurs, mais on a aussi une pratique de masse, de loisirs, et la pratique du tai chi chuan, bien sûr. Comment Louis-André arrive à gérer son école, ses loisirs, le karaté? Comment ça s'organise tout ça? D'abord, c'est les études avant tout. Il n'y a pas de truc de sport ou de loisirs qui passent avant les études, parce que c'est vraiment le plus important. Mais j'essaie de gérer un peu mon emploi du temps, parce que je fais d'autres sports aussi à côté du karaté. Je fais du rugby, de la boxe. Et les entraînements, pour moi, en général, c'est 2 fois par semaine au karaté. Et puis, Sensei sait que si j'ai des cours à rattraper, je viens pas à l'entraînement, quoi. Mais sinon, j'arrive bien à gérer mon emploi du temps pour la semaine. Tu as quelle classe? En 3e. Et quel est ton objectif après? Et dans 2 mois, je pars dans un lycée en Afrique du Sud, qui va me permettre d'avoir un avenir un peu tracé. C'est-à-dire? Moi, j'aimerais bien être gendarme. Et puis, avec les études que je vais faire dans ce lycée, et peut-être à l'université après. Toujours en Afrique du Sud? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis? À Stanford. D'accord. Ça va me permettre d'avoir peut-être un CV un peu plus... Un CV un peu plus fourni? Ouais, c'est ça, un peu plus fourni. Donc ouais. ça veut dire que quand on dit gendarme, c'est pas pour être gendarme, c'est pour être officier. Alors mon rêve c'est d'être GIGN, mais il faut d'abord passer par la gendarmerie, puisque le GIGN c'est la gendarmerie. Alors le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Oui. Ouais. Et c'est mon rêve de faire partie de cette équipe, de cette élite depuis mes 5 ans. Et qu'est-ce que tu vas aller apprendre à Stanford, qui est une des universités les plus cotées aux États-Unis, avec Yale, avec Harvard? Justement, peut-être que je vais rester aux États-Unis. Peut-être que cette université va m'apprendre, va me donner un métier qui va me plaire. Mais peut-être surtout après Donc, si j'arrive à être GIGN, quoi. Donc il y a le FBI ou la CIA finalement. Peut-être, mais là faut être de nationalité américaine.
Mais c'est surtout pour après, si j'arrive à être GIGN, si j'arrive à réaliser mon rêve, pour après ma carrière, au moins j'ai un CV qui me permettra d'avoir un métier stable et avoir un bon salaire et tout ça. Au GIGN stable? GIGN, le salaire va sûrement augmenter parce qu'il est pas très, Il est pas très élevé. pas très élevé, mais il va sûrement augmenter dans certains temps. Au moins, quand tu y arriveras, tu auras le salaire que tu veux. Exactement. C'est ce que tu veux. C'est ça. Ok. Comment ça se passe avec les copains à l'école? Bon, ça va, ils savent qu'il faut pas trop m'énerver, quoi. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'ils savent qu'en général, on a tous un copain qui pratique un sport de combat et on n'aime pas trop le chercher parce que nous, on n'en fait pas et lui, il en fait, il est plus à l'aise. Mais bon, je suis pas trop du genre violent à frapper n'importe qui. En général, quand on fait un art martial, on est amené à pas l'utiliser dans la rue. Si on a, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, si on a compris ça, on a tout compris, quoi. Et t'as pas envie de temps en temps de leur montrer que... Non, si j'utilise, c'est pour la légitime défense. C'est que pour la légitime défense. J'aime pas aller vers les gens. C'est pas moi qui vais provoquer. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que là-dedans, il y a des discussions avec les copains pour leur expliquer un petit peu qu'il faut aller vers un sport, il faut aller vers un art martial, il faut aller vers quelque chose qui leur aide aussi à se construire? Bah, bien sûr, parce à La Réunion, il y a des cas un peu spéciaux et puis le sport permet de s'évader un peu. C'est un peu un moyen d'expression aussi pour certains. Comme j'ai été au Brésil l'an dernier, le sport comme le MMA, le jiu-jitsu brésilien et le football, pour eux c'est vraiment une porte de sortie. Ça va permettre de construire un peu leur vie et leur avenir, et puis de se construire eux-mêmes aussi, parce qu'ils se cherchent un peu, ils savent pas trop quoi faire et qui ils sont. Donc faire un sport qui leur plaît, ça peut les aider aussi. Le jiu-jitsu brésilien, quelle est la différence avec... Alors le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de coup, c'est qu'un combat au sol, et en fait le but c'est de mobiliser son adversaire. d'immobiliser son adversaire? D'immobiliser son adversaire, pardon. Et la question aujourd'hui, avec tout cet acquis à ton jeune âge, c'est vraiment de rester dans ce milieu-là, de pouvoir finalement, j'allais dire justement, j'allais dire peut-être pas, peut-être un peu fort, mais d'apporter un peu de justice apparemment, c'est ce que tu souhaiterais? Bah ouais, c'est Entre un le peu, c'est un peu ça, GIGN, c'est un peu ça. c'est ça? C'est un peu ça. Ouais, depuis tout petit, je me prépare à devenir GIGN en fait. Tout ce que je fais, c'est pour le GIGN. C'est pour vraiment y arriver. Mes études, je fais tout pour y arriver. Je fais tout pour être bon à l'école. D'accord, je vais juste lancer un petit mot au GGL, s'il nous regarde. Il est là, il est sur le plateau, donc c'est quand vous voulez, vous passez le récupérer. Je reviens à Pierre Grondin. Quand on voit la place, la part du sport dans l'éducation aujourd'hui, et de l'art martial, parce que là, c'est la discipline, c'est accepter l'autorité, c'est la rigueur, la régularité, l'assiduité, comme a dit tout à l'heure Louis-André. Les jeunes, aujourd'hui, passent par cette case-là, parce que il n'y a plus cette discipline-là ailleurs. Le sport en général, il essaye de mettre en avant toutes ces vertus-là. C'est vrai que les arts martiaux particulièrement, moi j'ai beaucoup de parents qui arrivent avec des enfants me disant mon enfant bouge beaucoup, j'aimerais bien que vous l'appreniez. Il n'y a pas que les coups de pied et les coups de poing effectivement, parce qu'on a une philosophie qui sous-tend un petit peu la pratique journalière, avec le respect, comme le disait Louis-André tout à l'heure, la rigueur, la précision, la connaissance de son corps et de ses limites aussi. Donc c'est vrai que c'est pas une démarche facile, mais je disais encore avec des amis dernièrement, on est en 2018 et j'ai des gens qui viennent s'inscrire au karaté qui ont parfois 40 ans. Je me dis, ça veut dire quelque part qu'il y a des valeurs qui sont présentes dans la pratique des arts martiaux et du karaté que nous on pratique particulièrement, qui sont encore en 2018 recherchées par les gens. Qui pour leurs enfants, qui pour eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'il y a un fil conducteur à cette pratique-là qui peut amener à se transcender, à se dépasser et à atteindre parfois des choses qu'on se sentait pas capable de faire au tout début. Et justement, quand on regarde aujourd'hui, apparemment l'armée va se rétablir un peu. On va proposer, en tout cas, un certain nombre de revenir à un cadre un peu plus spartiate, un peu plus disciplinaire, un peu plus... Et ça, c'est ça qui a quelque part qui a été perdu. Cette année, c'est le 50e anniversaire de mai 68. Il fallait
interdire d'interdire. Aujourd'hui, on aimerait bien retrouver certaines valeurs et le sport, c'est la case par laquelle il faut passer pour retrouver un peu ces valeurs. Ouais, moi je pense que et j'ai des exemples moi de personnes que j'ai suivies, ça fait quand même suffisamment d'années que j'enseigne, et des jeunes qui sont heureusement passés dans la pratique de sportive en général et martiale particulièrement, et qui ont une vie qui a été meilleure que s'ils n'avaient jamais pratiqué, parce qu'il y avait des repères, il y avait des discours qui étaient tenus par le professeur, il y avait des attitudes même modélisantes qui faisaient que la personne changeait un petit peu de point de vue sur certaines façons d'être dans la société et pouvait se recréer à travers un modèle social qui respecte un peu la norme et dans le respect des uns et des autres, quoi. On le voit aujourd'hui, la difficulté qu'ont certains parents à mettre un cadre, à mettre l'autorité, la discipline, la rigueur. Et parfois, ces parents sont perdus parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur enfant. Qu'est-ce que, j'allais dire, Sensei Pierre Grondin pourrait leur conseiller? La première chose, c'est déjà de se renseigner sur un encadrement de ces enfants-là, de leur proposer des activités qui leur plaisent, parce que je pense que c'est l'ennui qui fait que on soit un petit peu à se chercher un peu partout, qu'on trouve des dérivatifs. L'oisiveté. L'oisiveté, c'est vraiment, ça tue, hein. Et c'est vrai qu'il faut absolument, déjà, le sport porte en lui toutes les valeurs nécessaires à une bonne éducation et à une éducation globale. Mais c'est vrai qu'il faut trouver aussi le bon professeur. Donc, ce que je recommande aux parents, c'est de se tourner vers les différents clubs du quartier, de visiter, d'écouter, d'assister à un cours et de se rendre compte qu'on a peut-être des gens qui potentiellement peuvent prendre le relais quand il y a un manque, je dirais, de capacité des parents à prendre en charge l'éducation d'un enfant. C'est vrai qu'un jeune de 13-14 ans qui sait pas trop quoi faire, qui n'a pas de repères, il faut lui en donner et le sport peut lui apporter véritablement ces repères nécessaires. Et justement, je voulais voir ça avec Louis-André. Est-ce que dans ton école, est-ce que ou dans ton quartier, tu vois des jeunes qui devraient plutôt aller faire un sport plutôt que de traîner à la rue? Bien sûr, parce que on habite tous. Enfin, moi, j'habite pas dans un quartier défavorisé, hein. J'habite dans un lotissement où autour il y a quelques immeubles, quelques HLM. Et j'ai des copains, c'est mes copains, c'est de très bons copains, très fidèles. Et franchement, ils devraient faire quelque chose comme un sport du football, parce qu'ils adorent le football en général. Même faire du foot en club, mais sauf que les parents n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de payer pour l'année une licence. Et donc, du coup, ils traînent à rien faire au quartier. Et franchement, parfois je les vois et j'aimerais bien les emmener à l'entraînement avec moi, quoi, pour qu'ils fassent au moins quelque chose. Comment les sensibiliser, comment les motiver justement à une pratique sportive, à la pratique de l'art martial par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces jeunes-là qui aujourd'hui n'ont pas apparemment d'objectif, n'ont pas un projet de professionnel ou de vie? Comment parler à ces jeunes-là déjà? C'est un peu compliqué de les raisonner parce que quand quelqu'un a une idée en tête, en général, c'est son idée, quoi. Donc on n'est pas dans sa tête, on comprend pas vraiment, mais en fait ces jeunes-là, ils ont la rage, un peu comme les Américains dans l'époque, dans les années 70. Ils devenaient tous boxeurs ou footballeurs américains parce qu'ils avaient la rage. Ils voulaient grimper, ils voulaient être un peu comme les autres. Et ces jeunes-là, il faut leur donner un sport assez violent, parce que je les connais un peu, c'est mes copains, et ils aiment les sports un peu de contact, parce qu'ils veulent évacuer leur rage, en fait, c'est ça. Comme ils ont rien à faire de leur journée, le soir, il faut qu'ils s'évacuent, et puis... Mais bon, c'est un peu compliqué de les faire changer d'avis, quand même. Ma question là-dessus, Pierre Grondin, c'est quel langage tenir à des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les guider vers la pratique sportive? En tout cas, les sortir de leur oisiveté, de leur cette vie parfois où ils ne savent pas très bien quoi faire parce qu'ils n'ont rien à faire finalement. Comment leur parler? Comment les inciter à passer à quelque chose d'autre? Alors, nous, on a une démarche très spéciale au niveau du dojo, c'est celle de l'écoute, de la bienveillance, de l'accueil, et on essaye véritablement de prendre un petit peu les motivations premières du jeune et de les emmener tout doucement à basculer vers une pratique de rigueur, de précision, d'écoute,
et de respect, parce que c'est pas dit, quand on prend un Mustang, un cheval un petit peu fou là, qui arrive, c'est impétueux, c'est plein d'envie de casser tout. On leur permet d'exprimer un petit peu, comme le disait Louis-André, leur agressivité, leur énergie contenue. Et après, on apprend tout doucement à canaliser. C'est tout un art, en fait. Hein. Et on a parfois, chez certains, pas de patience. En fait, il faut se donner de la patience en tant qu'éducateur et savoir écouter et être dans la bienveillance pour pouvoir justement, tout doucement, procéder à un changement, à une transformation. Et c'est vrai que, moi, je vois Mylène au dojo, elle est coach mentale, on peut souvent, avec ces pratiques-là et ces méthodes, arriver à transformer les gens et à les transcender plus qu'à les mettre au fond et à les stigmatiser. On est vraiment là comme un espèce de tremplin sur lequel on va pouvoir rebondir pour pouvoir s'élever. La première chose, finalement, c'est de s'occuper d'eux, finalement, de les prendre en... Je pense que montrer qu'ils existent. Voilà, je pense que ils ont besoin d'exister à travers nous, dans le sens où parfois ils font partie d'une masse, ils n'émergent pas, et là, à travers un sport, à travers une activité comme le karaté, et résultats au niveau du dojo sont parlants. On a des jeunes qui, quand ils mettent le pied sur des podiums, prennent conscience de leur capacité et du chemin qu'ils peuvent parcourir. Et quand on fait parfois un petit retour en arrière, on se dit d'où on est sorti, où on est arrivé, grâce à l'activité sportive, grâce à l'écoute aussi des sensei et de l'encadrement du dojo, on a vraiment une transformation complète de l'individu, quoi. Et là, les parents sont vraiment les premiers à vous remercier chaleureusement. Oui, André, la question est la même. Je propose la question à Pierre Grondin juste après. La question, c'est la reconnaissance. Comment, aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être reconnus? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils se sentent exister et qu'ils se sentent reconnus par leur environnement? C'est vrai que dans leur environnement, ils n'ont pas trop d'attention, enfin, il n'y a pas trop d'attention envers eux. Faut qu'ils prouvent leur capacité dans le sport ou des trucs, surtout dans le sport en fait, c'est ça. Et comme l'a dit Pierre Grondin, c'est dès qu'ils sont un peu surélevés, dès qu'on les voit, c'est là qu'ils sont contents, donc du coup ils ont encore envie de le faire, mais après, c'est vrai, moi franchement je suis bien d'accord avec Pierre Grondin, il faut les mettre en valeur à travers le sport. Cette reconnaissance, Pierre Grondin, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a autant de déviance, autant de dérives parfois, c'est que on ne reconnaît plus l'individu, et le sport, on l'a vu, la médaille d'or de Lucie Ignace au chemin d'Europe, chaque être humain a besoin d'une reconnaissance. Et lorsque l'être humain n'est pas reconnu, on voit jusqu'où ça peut aller. Mais comment faire pour que l'être humain soit reconnu dans ce qu'il est et dans ce qu'il a choisi d'être? Alors moi je pense que, comme le dit une chanson célèbre, on est né quelque part, quoi. On n'a pas choisi d'être né où on est. C'est que je vais essayer de retrouver l'auteur de... D'ailleurs c'est quelqu'un qui adore le Brésil, et Bernard Lavillier. Bernard Lavillier. C'est vrai que être né quelque part, on n'a pas choisi, et on tombe dans un milieu qui parfois n'a pas ce regard sur la vie et sur à part une survie au jour le jour. Et c'est vrai que la réflexion sur le devenir d'un enfant qui naît là et qui est en train de grandir, qui a une envie de reconnaissance, une envie, alors qu'il est dans une masse, une famille assez nombreuse, un quartier dans lequel il y a des gangs. Et d'ailleurs, les gangs ont un gros succès parce que on se reconnaît dans un gang. L'idée, c'est de proposer aux jeunes, à l'image de ce que se fait le gang, avec le côté péjoratif d'un gang, qu'ils se reconnaissent dans un groupe avec des objectifs, des vertus qui sont plutôt bonnes. Et c'est vrai qu'à travers les arts martiaux, on a tout le code, les habits, les tenues qui sont très spécifiques, les ceintures de couleur qui permettent de se situer dans un groupe, un langage très spécifique aussi avec les termes japonais par exemple. Et on arrive à justement faire qu'une famille s'installe et qu'il y ait une reconnaissance à l'intérieur d'un groupe avec les passages de grade. J'ai vu un groupe de jeunes passer la ceinture noire. Je sais que ça a été extrêmement fiers d'arriver à la ceinture noire, qui vont dans le dojo occuper un statut très spécial, qui seront ce qu'on appelle les senpai maintenant par rapport aux kohai, qui sont un peu les débutants, avec cette notion de hiérarchie dans le temps. Et c'est grâce justement à ces repères, à cette espèce de code intérieur auquel s'identifient beaucoup les adolescents, qu'on peut éventuellement, grâce aux arts martiaux, attirer les jeunes et les remettre dans le droit chemin.
j'allais dire presque une structuration presque naturelle de l'individu dans la société. Oui, on retrouve le système de meute dans la nature, quoi, avec un chef, un leader, une place très précise, une évolution à l'intérieur de la meute et ainsi de suite. Et c'est vrai que les codes les arts martiaux proposent justement un codage très très proche de ce que proposent les gangs, avec le côté très vertueux de l'association sportive et du club, quoi. Merci, messieurs. Merci, Pierre Grondin, donc sensei, donc prof au RKH, donc à Saint-Clotilde. Merci, Louis-André Goulet. En tout cas, ça a été un plaisir et très surprenant de voir un jeune aussi mature à cet âge-là et d'avoir cette maturité. Je pense que sensei Pierre Grondin est aussi pour quelque chose. Et bien sûr, tes parents, hein, à qui je tire un grand coup de chapeau. Je ne sais pas si un jour tu seras au GGN, mais quel que soit l'endroit où tu seras, je pense que tu feras du bon travail. Vous le saurez pas si j'y suis. C'est malheureux. Ça, j'en suis pas sûr. À ta place, je ne mettrai pas ma main au feu. Merci, messieurs. Merci pour cet échange.